Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances à la famille du caporal-chef Ammari Seyfeddine, tombé au champ d'honneur lors d'une opération de ratissage à la région militaire de Tipaza. Poursuite pour le 5e jour de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025. Avec la signature de plusieurs accords de partenariat, on reviendra également sur la plateforme numérique Africa Trade Gateway qui vise à sécuriser les paiements et à faciliter les échanges commerciaux intra-africains. Et zoom dans cette édition sur un secteur stratégique, celui de l'industrie pharmaceutique qui a mobilisé un grand nombre d'opérateurs nationaux et africains à l'occasion de l'IATF 2025 avec l'ambition de nouer de véritables projets de coopération et de conquérir le domaine de l'exportation. À l'étranger, l'Assemblée française a renversé François Bayrou qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution et replonger le pays dans la crise. On termine avec le portrait d'un artisan de la région de Tindouf qui a choisi de perpétuer un savoir-faire ancien qui a tendance à se perdre sous l'effet de la modernité. L'artisan fabrique des instruments de musique traditionnels comme le ney ou le goumbri. Immersion dans son atelier à la fin du journal. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Je le disais à l'instant, c'est avec une grande tristesse que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a accueilli la triste nouvelle du décès du caporal-chef Ammar Seyfeddine, tombé au champ d'honneur aujourd'hui lors d'une opération de recherche et de ratissage au niveau de la commune de Mnimelouk, relevant de la daïra de Damous dans le secteur militaire de Tipaza, en première région militaire. Opération qui a conduit à l'élimination de 2 terroristes. À cette triste occasion, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du caporal-chef ainsi qu'aux membres de l'ANP, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Et en cette triste circonstance, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présentant son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances aux membres de la famille et proches du shahid et leur fait part de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder aux défunts shahids sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis. Cette opération, rappelons-le, toujours en cours, a permis d'éliminer 2 terroristes et de récupérer un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une paire de jumelles et d'autres effets. Cette opération réitère la détermination et la vigilance de l'ANP dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de sérénité à travers l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité économique, poursuite pour le 5e jour de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 avec la signature de conventions de partenariat, notamment un protocole d'accord portant sur les intentions d'investissement d'une valeur de 2,5 milliards de dollars signé plutôt entre l'agence algérienne de promotion de l'investissement et la société égyptienne Soedi Electric. L'accord vise à créer une base d'investissement industriel, à transférer les savoir-faire et technologies, à développer les infrastructures électriques. Autre signature également, celle de 2 importants accords d'exportation conclus entre la société Algérie Ham Motors, fabricante de motocycles, et des partenaires en Tunisie et au Tchad pour une valeur de 1,2 million de dollars. On reste à l'IATF pour parler de produits ayant séduit les visiteurs, dont la plateforme numérique Africa Trade Gateway, un produit issu d'une opération entre la Banque africaine d'import-export et la ZLECAf, et dont l'objectif est de fournir des services sécurisés, les paiements, mais aussi promouvoir le commerce africain. C'est ce que nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. Regardez. À l'IATF 2025,
Un outil attire particulièrement l'attention, l'Africa Trade Gateway, une plateforme numérique conçue exclusivement pour les pays du continent africain avec un objectif clair, sécuriser les paiements et faciliter les échanges commerciaux. C'est une formidable opportunité de créer des synergies entre les entreprises africaines. Concrètement, en tant qu'investisseur, si je souhaite collaborer avec une entreprise particulière sur le continent, j'ai accès à tous les détails la concernant sur la plateforme ATG et l'équipe d'Afreximbank aura déjà réalisé les vérifications nécessaires. Jusqu'à présent, plus de 25 pays africains sont déjà membres de l'ATG, ainsi que de grandes banques. 2 pays africains peuvent ainsi commercer dans leur monnaie locale. Par exemple, un fabricant algérien de vestes met ses produits sur la plateforme, un acheteur nigérian paye en naira, son compte est débité en naira sur le système, puis la plateforme crédite le fournisseur algérien en dinars algériens. Je pense que c'est très intéressant, même l'outil de paiement où la carte est imprimée par exemple en Algérie ou dans un autre pays de la ZLECAf et qui peut être utilisé n'importe où ailleurs. Donc mettre en contact et rendre international des banques locales. C'est donc une solution qui relie investisseurs, fournisseurs, entreprises, start-up et même les banques, créant ainsi un écosystème dynamique au service des affaires. Il y a de nombreux avantages à cela. Toute société de services financiers qui envisage d'opérer à l'intérieur du continent africain à travers différents pays y trouve un intérêt. Et je crois qu'en tant qu'Africains, nous devrions regarder vers l'intérieur et privilégier le commerce entre nous. Cela permet d'éviter les pertes, notamment celles liées au taux de change, puisque les monnaies locales peuvent être échangées directement entre nous. C'est extrêmement intéressant la manière dont la plateforme ne cherche pas à supprimer des barrières, mais plutôt à les contourner. C'est une chose qui a été dite, c'est que l'Afrique est un continent relativement homogène, mais séparé en 54 États qui sont, eux, assez hétérogènes dans leur manière de fonctionner. Et donc, toute initiative qui peut aller dans le sens d'un décloisonnement, je dirais, est bienvenue. Avec l'Africa Trade Gateway, le continent se dote d'un outil moderne et fiable, pensé pour accompagner son développement et stimuler les opportunités d'affaires. Autre secteur stratégique constituant de véritables leviers économiques, celui de l'industrie pharmaceutique, un domaine qui a mobilisé une vingtaine d'opérateurs africains à l'occasion de l'IATF 2025 avec l'ambition de nouer de véritables projets de coopération et de conquérir de nouvelles opportunités d'exportation pour les opérateurs nationaux. C'est un sujet signé Badia Amani. Regardez. À la foire du commerce intra-africain, l'industrie pharmaceutique s'est taillée la part belle avec la participation de nombreux industriels venus de tout le continent chercher des opportunités d'affaires. Les entreprises algériennes estiment que cet événement est une aubaine pour nouer des partenariats stratégiques. À travers ces rencontres, nous souhaitons élargir les partenariats pour la distribution de nos produits et l'accompagnement des pays africains dans leurs projets industriels dans le domaine pharmaceutique. Nous sommes ici à la foire pour faire des affaires. Nous avons signé des contrats avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et le Kenya. Nous souhaitons conclure d'autres contrats. Pour le moment, des contrats d'une valeur de 400 millions de dollars sont signés. D'ici le 10 septembre, nous espérons en signer d'autres. Cette foire est une très bonne opportunité pour l'Algérie qui a un grand potentiel. Il existe 645 unités de production pharmaceutique en Afrique, dont 27% en Algérie, soit 218 unités. L'Algérie peut devenir une locomotive de l'Afrique dans ce domaine. Des experts et des représentants de pays africains estiment que la production pharmaceutique en Algérie enregistre des avancées, notamment sur le plan de la qualité et de la diversité des produits. L'industrie pharmaceutique en Algérie est très dynamique. C'est un secteur important, bien maîtrisé. Nous avons échangé avec les professionnels du domaine et constaté que ce secteur peut devenir compétitif en Afrique. Il y a des opportunités énormes à saisir dans ce secteur au service du continent. But it can do more when it comes to trade. And I think that there's a lot of opportunity for Algerian medicines to be very useful all over Africa and to have an impact, basically. So I think that there's a lot of opportunity there. La production pharmaceutique algérienne se développe de plus en plus ces dernières années. D'ailleurs, des opérations d'exportation ont été effectuées par les entreprises nationales, notamment vers l'Afrique.
Nous restons dans le domaine de la santé avec cet accord de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Ouganda, signé ce lundi à Alger par le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, et son homologue ougandais, Matia Kassadja, en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Berta Mansouri, et le DG de l'Agence nationale pour la coopération internationale, Abd Hallouz, signé au siège de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, vise à faciliter les procédures fiscales, administratives et douanières entre les deux pays. Dans le volet coopération toujours, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi le vice-ministre russe de l'Énergie, Roman Marchavin, et la délégation l'accompagnant pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont passé en revue les perspectives de développement de la coopération bilatérale, réaffirmant leur engagement à consolider le partenariat énergétique, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de la recherche et de l'exploitation, du développement des gisements et de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, et ce à la faveur de la coopération entre le groupe Sonatrach et la société russe Gazprom. La rencontre a également porté sur les possibilités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le développement de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que sur les projets de raccordement électrique régional. À cette occasion, Mohamed Arkab a mis en avant l'importance du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, renforcé par la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays et de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes d'action conjoints. La rencontre s'est tenue en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Berta Mansouri, et de l'ambassadeur de Russie en Algérie. Nous l'annoncions en titre à l'étranger, la France face à une épreuve de vérité. Le gouvernement de François Bayrou a été renversé sans surprise. Les députés ne lui ont pas accordé la confiance, une situation qui risque de replonger le pays dans la crise politique. C'est le compte-rendu de Afef Beloujet. Il a voulu donner à sa chute des accents d'histoire. Devant les députés, François Bayrou a opposé les chamailleries du quotidien aux responsabilités de l'avenir. Les questions politiques, ce sont celles qui concernent les partis, les rivalités des uns avec les autres et les questions de pouvoir. Les questions historiques, ce sont celles qui concernent les peuples et les nations. Un procédé connu s'élevait au-dessus des partis pour parler au nom de la grande histoire. Mais dans une assemblée fracturée, ce ton professoral sonne comme un reproche et réveille aussitôt les rancœurs. Votre décision courageuse à entendre certains n'est en fait, à nos yeux, qu'un péché d'orgueil. Tel le soldat Ryan, il vous faut sauver le président Macron. Vous serez donc ainsi le 4e en 3 ans à tomber pour épargner le responsable, le principal responsable de nos malheurs. Se succédant au perchoir, c'est toute la gauche qui regarde vers la même direction. Derrière Bayrou, c'est Emmanuel Macron qu'elle vise, l'accusant d'avoir conduit le pays à l'impasse. Mais il n'est qu'un responsable à la crise, à la débâcle, au désordre de notre pays. Le président de la République et avec lui ces épigones aveugles dont vous êtes, monsieur le Premier ministre, le premier apôtre. Comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Pour vous, le futur n'existe pas, car vous sentez bien que vous appartenez au passé. Impopulaire, minoritaire, détesté, le macronisme ne gouverne plus que par la peur. Quant aux écologistes, ils traitent l'épisode comme un non-événement, déjà tourné vers l'après. Ils profitent de la tribune pour esquisser leur propre politique générale. Votre départ est un soulagement. Il serait presque une satisfaction s'il n'était pas accompagné de l'incertitude de la suite. Car le sujet du jour n'est pas tant votre gouvernement que ce qui adviendra dans les prochains jours. Et François Bayrou aura beau dramatiser la dette, en faire une hémorragie invisible, une menace de servitude nationale. Mesdames et messieurs les députés, c'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie.
Mais rien n'y fait. À droite, les Républicains s'alignent sur la ligne dure de Bruno Retailleau, même si Laurent Wauquiez choisit de voter personnellement la confiance, révélant ainsi la fracture de son propre camp. L'extrême droite, elle, lâche Bayrou. Avec les blocages annoncés, c'est dans la rue qu'elle voit désormais son avantage et appelle à la dissolution de l'Assemblée. Le Premier ministre avait promis de sauver le navire, mais la métaphore sonne creux dans un hémicycle qui pense déjà à l'après. Bayrou voulait marquer l'histoire, il laisse seulement l'image d'un homme seul, contesté par tous, et qui demain remettra sa démission. Nous restons à l'étranger. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les Marocains font face à la marginalisation et au manque d'infrastructures de base. S'y ajoute une politique de normalisation rejetée et perçue comme une véritable trahison à la question palestinienne par le peuple marocain. C'est le compte-rendu de Mohamed Qaïs et Mariam Damis. Au Maroc, la misère sociale ne cesse de gagner du terrain. Depuis des décennies, les populations dénoncent la marginalisation, l'absence de perspective et la perte de dignité. Les protestations dénonçant la cherté de la vie et la politique de normalisation avec l'entité sioniste, largement rejetée par le peuple, se multiplient. Des réalités amères témoignent de cette détresse, des régions entières enclavées, privées d'eau potable et d'infrastructures de base, où les habitants peinent à survivre dans des conditions de plus en plus insoutenables. Ils vont nous expulser de nos maisons sans nous indemniser. Nous allons nous retrouver à la rue, sans foyer et sans emploi. Dans un pays subissant l'emprise des lobbies politiques et économiques, un processus de paupérisation rapide des classes dites moyennes s'est engagé depuis longtemps au Maroc. Alors que les classes populaires perdent tout espoir de sortir de la pauvreté et de connaître une amélioration de leurs conditions de vie, dans les régions oubliées, comme Bni Mellel et Ouarzazate, la misère reste alarmante et les besoins les plus élémentaires peinent à être satisfaits. La crise sociale qui secoue le Maroc est aggravée par la corruption des élites, l'arrogance des gouvernants, la répression acharnée et l'assujettissement du Marzan à l'entité sioniste. Une souffrance quotidienne que les Marocains ne cessent de dénoncer, réclamant dignité, justice sociale et un avenir meilleur. Sport football avec ce match entre l'Algérie et la Guinée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match s'est achevé sur un score de 0 partout. Et du patrimoine pour terminer avec un métier pas comme les autres, celui de fabricant d'instruments de musique traditionnels. Du Ney au Goumbri, Selem a choisi de perpétuer un savoir-faire ancien qui a tendance à se perdre sous l'effet de la modernité. Dans son atelier, c'est avec beaucoup de patience et de passion qu'il façonne des instruments qui semblent sortir d'un autre temps. C'est le sujet de Majda Jahmoun. Regarde. Dans le silence de son atelier à Tindouf, seules résonnent les notes du bois que Selem façonne des heures durant avec amour et passion pour donner vie à des instruments de musique comme Ney et le Goumbri, un savoir-faire ancestral que l'artisan maîtrise à la perfection. Pour fabriquer mes instruments, j'utilise le tronc d'arbre en entier et non pas des bouts de bois assemblés. En regardant mon tronc, je peux savoir combien d'instruments il me permettra d'en fabriquer. Je sculpte donc la caisse de résonance dans un seul bloc de bois et ce n'est qu'après que je procède à sa découpe. Quitte à obtenir des instruments de différentes dimensions, même de petite taille, cette méthode me simplifie la tâche. Mais Selem ne se contente pas de fabriquer des instruments. Il transmet aussi son savoir aux jeunes de Tindouf. Convaincu que la préservation du patrimoine immatériel commence par la sauvegarde des outils qui le font vivre, il initie les nouvelles générations à cet art ancestral. J'appelle tous les artisans à préserver notre patrimoine culturel, qu'il s'agisse d'instruments, de cuivre ou de toute autre pièce d'art liée à notre héritage. Nous n'allons pas nous enrichir avec ce métier, le perpétuer est notre plus grande richesse.
Les générations futures doivent impérativement l'apprendre. Mon fils, par exemple, bien qu'il soit très jeune, s'y intéresse grandement. C'est pourquoi, avec la directrice de la Chambre de l'artisanat, nous avons déjà programmé une session de formation. Un métier de plus en plus rare qui doit pourtant suivre au temps car il est essentiel pour que le patrimoine de Tindouf continue d'exister autrement que dans les livres. Et avec ce sujet, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.